La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour, merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à ce webinaire. Je suis Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing pour MSC francophone et je serai en charge de vous présenter le webinaire d'aujourd'hui et de modérer les questions-réponses. Alors, avant de commencer, s'il vous plaît, laissez-moi vous présenter quelques aspects logistiques de ce webinaire. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me confirmer que vous m'entendez bien? Si c'est le cas, je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Alors, comme vous pouvez le voir sur cet écran, le panel de contrôle, vous avez une boîte à questions. Et cette boîte à questions, vous pourrez vous en servir tout au long de la présentation pour poser vos questions auxquelles nous répondrons à la fin de la présentation. Et enfin, veuillez noter que le webinaire est enregistré et que vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. Alors, donc le webinaire d'aujourd'hui, nous avons 4 invités. Elisabeth Berthe, notre directrice associée, et Achille Sefon vous feront part des leçons tirées de l'écosystème des fintech au Togo. Et nous recevrons ensuite, qui nous rejoignent, Maïmouna Gueye, de la Banque mondiale, et Edem Adjamango, qui est CEO de Semoa Group, qui nous feront part de leur expertise et de leur regard sur l'écosystème des fintech au Togo. Donc, je sais qu'il y en a qui ont participé parmi vous, qui ont participé aux autres webinaires Focus Pays. Mais pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter Microsafe Consulting. Alors, Microsafe Consulting, MSC, est une société de conseil internationale qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous travaillons avec nos clients et partenaires à travers le monde pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Chez MSC, nous sommes au cœur de la révolution de la finance digitale depuis ses débuts. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous travaillons avec différentes entités, des gouvernements, des banques, des entreprises de télécommunications, des fournisseurs de services tiers, mais aussi des acteurs comme des fintech, à travers l'Afrique et l'Asie essentiellement. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées que nous tirons de nos travaux de recherche sur le terrain. Ces travaux de recherche sur le terrain sont, eux, véritablement enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Alors cette expérience, on la partage également à travers l'Institut ELIX, qui lui est notre organe de formation. Donc généralement, nous offrons des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques qui sont en présentiel à Dakar et à Abidjan. Ça, c'est hors période Covid. Et on s'est adapté à la situation et nous offrons nos formations désormais en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir les prochaines sessions. Nous avons également une formation en ligne qui bénéficie, elle, d'une accréditation de l'Université du Québec. Formation sur la transformation digitale. Plus récemment, nous avons lancé un site internet qui s'appelle le Hub de la finance digitale. Alors, le Hub de la finance digitale, qu'est-ce que c'est? C'est un site web 100% francophone, 100% collaboratif, 100% axé sur la finance digitale. Donc, vous allez y trouver du contenu diversifié, que ce soit des études de cas, des blogs, des recherches, enfin des rapports, pardon, du matériel de formation, différents outils qui peuvent vous servir dans vos travaux quotidiens, un calendrier d'événements à ne pas rater et nous avons récemment lancé une section qui est dédiée à l'écosystème des startups.
Donc, cette plateforme est gratuite et collaborative, je l'ai dit, mais je vous invite vraiment tous à aller sur le site internet que vous voyez sur votre écran et vous inscrire, faire partie du réseau, nous partager vos contenus. Cette plateforme est la vôtre, n'hésitez pas à vous l'approprier. Alors, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais passer la parole à mon collègue Achille Tefong. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci Rebecca. Alors, aujourd'hui, nous abordons la question de l'écosystème des fintech au Togo et des opportunités et contributions à l'inclusion financière. Donc, les résultats qui seront présentés, disons, tout au long de ce webinaire sont issus d'une étude que nous avons récemment menée dans 6 pays d'Afrique francophone, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, la RD Congo, le Sénégal et bien sûr le Togo. Donc, nous évoquerons lors de cette session tour à tour 3 points essentiels. Tout d'abord, les contraintes et opportunités des services financiers numériques au Togo. Ensuite, nous allons dérouler les caractéristiques des fintech de notre étude et bien évidemment les défis auxquels elles font face. Et enfin, nous allons présenter des recommandations pour accompagner ces fintech. Notez que nous ne pourrons malheureusement pas présenter en 1 heure ou 1h30 de ce webinaire tous les résultats de l'étude. En plus de quelques résultats clés que nous allons présenter, nous allons faire ressortir les opportunités tirées de notre analyse que nous jugeons vraiment prioritaires pour faire avancer l'inclusion financière. Donc, à l'issue de cette présentation, comme il a été annoncé par Rebecca, Madame Maïmouna Gueye, qui est senior spécialiste du domaine financier à la Banque mondiale, et Monsieur Edem Adjamabo, qui est CEO de CIMOA Group, qu'on ne présente plus, donc partageront avec nous leur analyse et leur vision pour l'implication et la contribution de la FinTech à l'inclusion financière rapide et durable. Donc, nous consacrerons aussi à la fin 20 minutes pour des questions-réponses pour vous, chers participants. Question de pouvoir en débattre en profondeur. Alors, d'entrée de jeu, il faut dire que l'équipe francophone de MSC a conduit une étude, cette étude du mois de mai à octobre 2019, avec les acteurs FinTech et d'autres parties prenantes de l'écosystème, bien évidemment. Donc, l'étude en elle-même aborde en premier lieu les principales caractéristiques de l'inclusion financière et les contraintes et opportunités liées, n'est-ce pas, aux services financiers digitaux. Puis, nous propose, n'est-ce pas, un aperçu du secteur des fintech. Ensuite, disons que l'étude met en avant les résultats les plus probants que vous pouvez d'ailleurs trouver sur notre site web. Et cette étude s'est basée sur 4 piliers, à savoir l'accès au capital, l'accès au talent, la collaboration et enfin le cadre politique et bien sûr réglementaire. Donc, enfin, l'étude formule un certain nombre de recommandations, recommandations clés pour orienter, n'est-ce pas, les prochaines étapes du développement de l'inclusion financière à travers les acteurs FinTech. Donc, nous tenons tout de même à rappeler que les questions fondamentales qui ont conduit cette étude, vous pouvez les apercevoir à l'écran. Alors, de manière générale, il faut dire que
les gouvernements n'ont réellement pas considéré les fintechs dans l'élaboration de leur stratégie nationale et feuille de route pour l'inclusion financière. Par exemple, si nous regardons la feuille de route de l'inclusion financière de l'État togolais, qui repose sur 4 ans, qui est d'ailleurs disponible sur Internet, donc 2019-2023, et qui a pour objectif d'accroître le taux d'inclusion financière à 75% de la population, la FinTech n'apparaît pas comme étant un acteur clé. Donc, pour des populations non bancarisées qui n'ont pas un accès à ces services, si on ne résout pas le problème de manque d'outils adaptés et des compétences nécessaires, la fracture numérique pourrait s'aggraver et donc l'inclusion financière autant convoitée pourrait stagner. Donc, au Togo, les obstacles à l'inclusion financière se situent à différents niveaux et pour différentes cibles. Donc, tout d'abord, pour les femmes, le faible taux d'alphabétisation, qui est soit dit en passant 38%, en est la principale cause. Tandis que chez les jeunes, l'accès à Internet reste la cause la plus significative. Donc, nous tenons tout de même à noter que seuls 21% de la population au Togo a accès à Internet et seulement 11% à Internet mobile. Donc, on ne va pas également oublier de souligner le fait que le prix de la connexion Internet est très élevé. Alors aussi, il y a un autre paramètre qui est le coût d'accès aux accessoires de connexion, notamment les téléphones portables ou alors les tablettes. Et enfin, soulignons tout de même le manque d'information, qui est un élément que nous avons pu également constater, le manque d'information et de sensibilisation de la population, beaucoup plus dans les zones rurales, alors même que nous savons qu'au Togo, la radio est l'un des moyens les plus prisés pour transmettre l'information. Alors, en Afrique francophone, la moyenne globale des adultes disposant d'un compte de mobile money est de 43%, qui est d'ailleurs un bel effort qui a été effectué durant ces dernières années. Et au Togo, avec 45% de sa population financièrement incluse, le Togo réellement s'affirme comme un pays avec plein de promesses. Donc, on peut rapidement constater que le Togo affiche un taux, le taux le plus élevé en termes de comptes auprès des institutions financières, hein, comme on peut le lire, qui est de 34%. Et ce taux qui est relativement supérieur à ceux des autres pays, de la sous-région bien évidemment, et des pays de l'étude, peut être rapidement attribué à la volonté du gouvernement d'utiliser les services financiers digitaux, n'est-ce pas, pour les versements des différentes prestations sociales. D'ailleurs, il a été remarqué que au Togo, 49% des bénéficiaires de ces prestations reçoivent des paiements du gouvernement dans un compte d'une institution financière. Je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler que dans cette même dynamique, le gouvernement togolais a lancé pendant la crise à Covid-19 un programme dénommé Novici pour je crois, apporter de l'aide aux citoyens togolais touchés par la pandémie. Donc, c'est d'ailleurs un programme pour lequel les inscriptions se font via un code USSD et qui aujourd'hui a plus de 1,3 million de Togolais inscrits, hein, et puis avec environ 11,3 milliards de francs CFA distribués via ce réseau-là. Donc, ceci veut simplement dire que même le gouvernement togolais est conscient que la technologie USSD procure un avantage conséquent pour toucher une frange partie de la population. Donc, malgré cette
position qui semble élogieuse, il importe de dire que plus de la moitié de la population togolaise reste financièrement exclue, avec, par exemple, 55% des personnes qui n'ont pas utilisé un produit d'épargne au cours de l'année écoulée. De même que 60% également n'ont pas utilisé un produit de crédit. Donc aussi, près de 33%, hein, comme on peut faire des calculs vis-à-vis de la diapositive qui s'affiche, 33% ont utilisé des services d'épargne non formels. Quand on dit non formels, c'est des services qui sont traits à la famille, aux amis, au club d'épargne, contre 32% pour des produits de crédit informels. Donc, ces chiffres dénotent de l'existence intrinsèque d'un marché pour la fintech togolaise, avec une franche partie de la population qui a déjà une culture financière. Donc, soulignons aussi tout de même que nous avons pu constater que le taux d'utilisation du mobile money chez les jeunes de moins de 34 ans, soit dit en passant, qui représente 75% de la population togolaise, n'est pas très élevé, soit 25%, si on le compare au taux des plus de 35 ans, qui, eux, l'utilisent à 21%. Donc, réflexion faite, un effort d'adaptation des produits et services pour les jeunes devrait être fait, mais aussi un effort de sensibilisation même, même si les autres facteurs énoncés en début de séance doivent également être pris en compte. Donc, un autre constat que nous tenons à souligner ici est relatif à l'écart entre les sexes dans l'utilisation des services financiers au Togo. 53% chez les hommes contre 38% chez les femmes, alors même que les femmes sont la population dominante au Togo. Alors, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les spécificités de la fintech togolaise? La fintech togolaise, disons, a un âge moyen de 4 ans, ce qui est relativement supérieur à la moyenne d'âge dans les autres pays de la sous-région. Hein. Et les fintech togolaises ont pour principal mode de financement les capitaux propres. Alors, quand on dit capitaux propres ici, il faut bien préciser qu'il s'agit, n'est-ce pas, des avoirs personnels du fondateur et ajouter à cela des apports des membres de la famille ou des amis dans certains cas. Donc, les fintech togolaises sont majoritairement détenues et dirigées par les jeunes hommes. Ça, c'est un constat que nous avons également pu faire, avec seulement 5% d'entre ces fintechs qui ont été cofondés ou fondés par une femme. Et soit dit en passant, c'est l'un des taux les plus faibles, par contre, de la sous-région. Alors même qu'au Togo, il existe un incubateur exclusivement dédié à l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin, nommé InnovHub, qui est d'ailleurs le premier du genre dans la sous-région. Alors, un point qui est très important à souligner aussi est que selon les statistiques, les entreprises dirigées par les femmes sont beaucoup moins susceptibles d'échouer que celles dirigées par les hommes. Donc, les statistiques disent 21% pour les femmes contre 48% pour les hommes. Donc, on peut conclure que la quasi-inexistence de la disponibilité de financement au démarrage même des activités et l'absence d'investisseurs peuvent expliquer cette situation. Alors, nous avons pu dénombrer au Togo 17 fintechs et parmi ces 17, 10 ont des actionnaires locaux et les 7 autres ont de l'actionnariat étranger. Il faut souligner ici que la principale activité reste les services de paiement, tandis que le modèle d'affaires le plus commun, le plus partagé
parmi l'ensemble de ces fintechs, c'est le business to business et le business to customers. Donc, alors, on constate bien que la majorité de ces jeunes entreprises s'est faite, ou alors la création de ces jeunes entreprises s'est faite pour la majeure partie sans l'accompagnement ni le support quelconque d'incubateurs ou d'investisseurs providentiels. Ce n'est que depuis, je pense, quelques 2 à 3 ans que nous avons observé des programmes d'hackathon comme celui du groupe Ecobank, d'ailleurs, qui visent à soutenir la start-up fintech en Afrique subsaharienne. Néanmoins, force est de constater, hein, je pense que nous tous on a pu faire ce constat, que ces programmes, généralement, qui sont sous la forme de concours, sont pour la plupart du temps remportés par les fintechs de la zone anglo-saxonne. Ça, je pense que c'est un constat qu'on a certainement dû tous faire. Donc, il convient de noter tout de même qu'il y a des nouveaux arrivants sur le marché togolais, en l'instar de la fintech Ego Transfer, qui interconnecte les solutions de mobile money, notamment de T-Money et puis Move Money, et qui a d'ailleurs remporté le dernier hackathon de l'incubateur Nunia Lab. Alors, en termes d'offres sur le marché togolais, le paiement digital qui apparaît comme le principal service proposé par la FinTech intègre le transfert de P2P, les transferts de migrants, les paiements P2B et puis B2B. Cependant, un aspect important qui sous-tend justement le dynamisme du marché du Togo est l'assistance clientèle via les applications de messagerie communément utilisées, hein, à l'instar de WhatsApp que nous tous on connaît. Donc là, il s'agit, je pense, d'une très belle initiative conçue par le groupe CEMOA, qui va certainement partager quelques aspects avec nous tout à l'heure, qui s'est penché sur les 7,9% de la population qui utilise les réseaux sociaux et donc le réseau principal utilisé qui est WhatsApp. Donc, une remarque importante qui semble impérative de mentionner est que malgré ce dynamisme-là, la fintech ce dynamisme de la fintech togolaise, des solutions essentielles telles que l'assurance, l'épargne digitale et le crédit digital restent tout de même absentes du marché. On peut donc conclure que la focalisation portée sur le paiement est bien évidemment une conséquence au manque de préalable pour accompagner l'implication des fintechs tels que nous l'avons évoqué lors de la diapositive 9, et sans toutefois oublier un aspect qui est très important, la réglementation. Alors, les principales cibles des solutions sur le marché togolais sont les MPME, donc les petites et moyennes entreprises, micro-entreprises et les jeunes. Par ailleurs, l'on peut remarquer une absence avérée des solutions dédiées aux femmes. Juste à regarder cette diapositive, qui pourtant représente près de 52% de la population togolaise, avec 56% justement d'activité économique. C'est tout de même étrange. Et un taux plus affirmé dans la tranche d'âge susceptible justement d'utiliser ces services financiers digitaux. Donc, cette tranche d'âge de 15 à un peu moins de 50 ans, les femmes sont plus représentatives. Donc, les femmes au Togo ont donc un réel besoin financier pour leur activité respective, même s'il est vrai que le taux d'alphabétisation de ces femmes-là représente les 2 tiers de celui des hommes. Donc, on confronte 51% pour les femmes contre 77% pour les hommes. Donc, il est également important de rappeler que le Togo souhaite atteindre un taux de 60% de femmes ayant accès au crédit à l'horizon 2022. Donc,
quoi de plus évident que de conclure ensemble que l'opportunité est plus que réelle. Donc, nous pensons qu'il y a une réelle opportunité sur ce marché, même si les fintechs présentes font face à certaines difficultés. Alors, beaucoup de fintechs ont du mal à atteindre le bon niveau de croissance et de maturité qu'on leur a prédit, hein, en raison d'un accès difficile aux ressources de financement et aussi d'une absence criante d'un environnement collaboratif ou un environnement favorable, disons, au partenariat. Donc, comme on peut citer par exemple le fait que la problématique de partenariat entre les opérateurs, les institutions financières et les fintechs, qui est communément décriée dans d'autres pays, est aussi d'actualité au Togo. Donc, par ailleurs, il existe aussi d'autres défis, comme on peut le voir, auxquels font face ces fintechs togolaises-là, tels que le manque de compétences managériales et la problématique de gestion des talents. Donc là, il me souvient justement que lors de nos entretiens, un fondateur de FinTech affirmait que le problème de ressources humaines, ça je vous le dis tel qu'il l'a dit, le problème de ressources humaines est aussi fondamental car nous avons l'impression que nous formons des jeunes pour d'autres marchés. Ils sont aujourd'hui cooptés par les entreprises au Canada, en Asie, et nous nous retrouvons dans un perpétuel recommencement. Il est difficile de les retenir car vous voyez directement que ce qui est mis sur la balance peut rapidement être en votre défaveur. Il apparaît donc très clair que l'écosystème devrait jouer un rôle majeur pour un véritable décollage de cette industrie. Donc, pour la suite, je pense que je vais laisser la parole à Elisabeth pour nous parler justement de l'écosystème des fintech. OK, merci Achille. Alors, comment les fintech et les startups sont-elles accompagnées aujourd'hui? Les startups ont des... Les collaborations peuvent être mutuellement bénéfiques. Attends, je change pas. Si tu restes sur cela, je commence avec cela. OK. Les collaborations peuvent être mutuellement bénéfiques. Les startups ont accès à des nouveaux capitaux de marché, tandis que les fournisseurs traditionnels développent des capacités d'innovatage concurrentiel. Donc, outre des fusions des acquisitions traditionnelles et des capital risques, cette collaboration entre les acteurs du secteur privé peuvent prendre forme d'incubateurs, d'accélérateurs et des laboratoires d'innovation et des bacs à sable. Donc, EcoBank, par exemple, elle est dans son 3e cohorte aujourd'hui et une bonne innovation est l'accès à leurs interfaces API par le biais de leur plateforme panafricaine pour les développeurs via leur sandbox. Comme Achille a mentionné, on a beaucoup de fintech anglo-saxons. Donc, c'est une opportunité de voir comment on peut tourner ça. Nous avons pu observer, par exemple, l'existence de quelques partenariats comme MojiPay et Paygate pour agréer les solutions de mobile money. On va parler tout à l'heure avec Samoa, qui a, par exemple, un partenariat avec BPEC Togo, où on voit le centre de formation aux entreprises et Paygate. Les startups, non, s'il te plaît, tu peux revenir, voilà, merci. Les startups ont des difficultés de négocier avec des partenaires et elles n'ont souvent pas conscience de l'importance des compétences de gestion et n'apprécient pas l'importance de renforcement des capacités. Les chances d'obtenir un financement et des crédits d'emploi sont plus élevées pour ceux qui reçoivent le soutien de l'écosystème. Donc, on voit au Togo, il y a un besoin pour la création des incubateurs
et des accélérateurs spécifiques au FinTech soutenus par le secteur privé. Quand on était en train de faire notre étude, on avait fait la remarque qu'il faut avoir plus de choses en dehors de Lomé. Et depuis notre étude en début février, on a vu un incubateur se lancer à Sokodé, dans le centre. Et une autre bonne évolution, c'est on voit de plus en plus des hubs qui sont dédiés aux femmes comme Innovop et Nanotech, par exemple. En juin, la première assemblée générale constitutive des réseaux des incubateurs et des structures des compagnons du monde de Togo a eu lieu. Et pendant cette rencontre, c'était la première de son genre, permettait aux participants de valider les textes qui vont régenter le réseau au Togo. Donc, c'est un bon début pour tout ça. OK. Tu peux avancer, merci. OK. Donc, la puissance des partenariats peut jamais être sous-estimée pour toutes les parties, surtout pour un marché qui est aussi dynamique que le Togo. Mais on voit que les FinTech ont un sentiment que c'est difficile de nouer les partenariats. Le caractère flexible et agile de la FinTech doit être mis en avant pour avancer plus rapidement. Donc, s'associer avec des entreprises spécialisées du secteur privé ou une institution publique dans un créneau précis permet de gagner du temps et des ressources, d'améliorer le délai de mise sur le marché et des produits et d'accélérer la courbe d'apprentissage pour l'entreprise. Donc, aujourd'hui, en l'absence de réglementation destinée aux FinTech, ces derniers sont obligés de nouer des partenariats avec des institutions financières pour avancer plus rapidement. En termes d'obstacles majeurs auxquels les FinTech togolais font face vis-à-vis de l'écosystème, nous avons le sentiment de la concurrence de la part du gouvernement. Donc, dans sa volonté profonde de voir décoller les services financiers, le gouvernement entreprend souvent des opérations qui peuvent faire sembler de faire concurrence avec les acteurs FinTech. Donc, tenons par exemple, nous avons le programme de Novici qui intègre un enrôlement via USSD et qui a une orientation plus louable de la part du gouvernement, qui a été impliqué par exemple 2 ou 3 FinTech dans le processus des paiements des aides sociales. Les exemples de solutions à l'initiative gouvernementale sont Agri-PME, C0 et SEOCCP qui est une solution d'épargne mobile. C'est avec toute légitimité que les consommateurs se tournent vers ces solutions. Donc, imaginons juste s'il s'agissait des partenariats entre les gouvernements et les FinTech. Aujourd'hui, il n'existe aucune disposition permettant au secteur privé d'effectuer un service de paiement opérationnel autrement par les intermédiaires des banques. L'accès USSD, c'est aussi important que la population, comme on a mentionné, a un accès à Internet mobile qui est assez faible. Et la fiscalité n'est pas taillée pour les startups. Elles sont donc disproportionnées par rapport au modèle économique et la situation financière de ces acteurs. Par ailleurs, les opportunités liées à l'écosystème sont plutôt encourageantes. Donc, on a vu la création récemment d'un centre de données, la mise en place d'une plateforme d'interopérabilité, donc ça de TogoPay, et bientôt on va lancer la plateforme d'interopérabilité de le BCAO. Et en décembre, avec le BCAO, ils ont commencé des conversations avec les FinTech dans la sous-région pour mieux comprendre leur mode de fonctionnement. Donc, ces discussions, c'est une bonne base et ça doit être continu pour améliorer les régulations. Et avec ça, on va avoir une progression dans l'inclusion financière.
Avant d'intégrer FinTech dans l'objectif contenu de la feuille de route de la stratégie nationale financière du Togo, qui vise d'être 75% de la population financièrement incluse d'ici 2023, on peut parler des éléments que vous voyez sur votre écran. Par exemple, l'identification numérique. Donc, il y a un faible taux de détention des cartes nationales d'identité. Donc, ça, pour les paiements, c'est nécessaire pour le KYC. Donc, le projet de EID, qui est en cours, permet de faciliter l'accès aux services et permet aussi de combler les écarts entre les femmes et les hommes en matière d'accès à l'identification. Pour les partenariats, il faut développer un environnement qui favorise la naissance des partenariats gagnants, à la fois entre les acteurs des FinTech et les institutions financières et aux opérateurs téléphoniques. Donc, on peut voir aujourd'hui déjà l'exemple de MojiPay et Paygate avec TogoCell et Move, ou aussi on a des opportunités entre le secteur privé et le FinTech. Dans le cadre réglementaire, on a un pays dans la sous-région qui a déjà une Startup Act en cours. Donc, ça sera bien de voir qui permettra les FinTech. Et il faut aussi une voie pour le secteur, pour favoriser l'inclusion, la création, par exemple, d'une association nationale pour faire entendre la voix de la FinTech togolaise. Donc, quelles sont les possibilités prioritaires qu'on a identifiées dans notre étude? Donc, on ne va pas toucher sur toutes, donc on vous encourage de lire notre rapport. Les FinTech togolaises, avec les capacités de flexibilité et de disruption, peuvent contribuer à répondre aux besoins du marché et réduire les coûts pour servir le marché aussi. Donc, les agriculteurs forment le groupe le plus large. Ils ont les revenus les plus élevés que ceux dans le secteur informel, y compris les PME, les employés et les personnes à charge. Ils comprennent à la fois ceux qui sont impliqués dans la production agricole et le commerce des produits agricoles. Ils ont des besoins financiers considérables, de l'épargne, le crédit pour acheter des intrants et des actifs agricoles, et pour financer les déficits de trésorerie entre les semences et la récolte et l'achat des produits agricoles pour la vente. Donc, quand on pense à eux, il y a deux opportunités, y compris le secteur PME. Donc, l'utilisation des données alternatives pour le crédit. Donc, l'accès pour les petits agriculteurs au crédit pose un problème en raison de leur manque d'antécédents et le profil de crédit. Donc, si ces paiements sont numérisés, c'est beaucoup plus facile de voir les outils pour le crédit. Et on note les outils digitaux de suivi financier pour les PME et pour les agriculteurs. Il y a un manque de fiabilité des documents comptables. Donc, les banques sont parfois incapables d'évaluer la probabilité des défauts de projet. Donc, de numériser leurs transactions et de voir les fiches qu'ils peuvent faire facilement sur leur téléphone, par exemple. Enfin, on a noté que 24% des Togolais possèdent un bon niveau de connaissances financières. Donc, l'amélioration de l'éducation financière par le biais d'une éducation appropriée est un besoin transversal. Les FinTech peuvent travailler avec les institutions financières ou les gouvernements pour assister ici en utilisant les services vocaux. OK, donc quels sont les points à retenir? Donc, pour les entrepreneurs, il faut développer une discipline montée en compétences au quotidien. Lors des présentations des projets à parties prenantes, il faut être en mesure de faire ressortir la valeur ajoutée de votre solution et les besoins spécifiques à satisfaire. Il y a aussi, comme on a mentionné, la nécessité de rejoindre les associations pour avoir une voix et qu'elles fassent entendre pour améliorer le réseau.
pour les grandes entreprises, faciliter la collaboration entre les fintech et elles, tout en leur donnant la possibilité de tester leurs produits et leurs services. Donc, il faut vulgariser la co-création. Examiner attentivement les objectifs pour s'engager avec les startups fintech. Il faut encourager les équipes à devenir des mentors et embrasser l'innovation ouverte. Pour le gouvernement, il faut travailler sur l'adoption du Startup Act et la libéralisation des faits de code USSD. Intégrer les fintech comme acteurs majeurs dans la stratégie d'inclusion financière et octroyer certains marchés de paiement à des fintech, soit par région ou soit par une commune dans une région. Continuer le dialogue avec les acteurs de l'écosystème et impliquer les fintech dans la digitalisation et l'inclusion financière. Créer des incitations fiscales pour augmenter les investissements dans le financement de démarrage par les business angels ou des fonds d'investissement étrangers. Et investir votre temps afin de mieux comprendre l'écosystème des startups et renforcer la culture entrepreneuriale dans la première année des études secondaires. Et enfin, pour les donateurs, il faut investir dans l'éducation entrepreneuriale. On a vu les bons changements dans les dernières années avec le ministre de l'Éducation. Il faut continuer et regarder par exemple les plateformes en ligne qui pourraient être accessibles plus facilement pour les jeunes. Promouvoir les success stories, les partages d'expériences, surtout entre les incubateurs. Donc, pas juste dans le pays, mais avec les incubateurs dans les autres régions, et ça va stimuler l'entrepreneuriat. Et enfin, il faut soutenir les pôles d'innovation et les incubateurs, surtout pour les femmes et la jeunesse togolaise. Achille? Merci, Elisabeth. Alors, avant de passer à la session de questions-réponses avec nos participants, nous allons donner la parole à nos invités pour cette session. Donc, Madame Maïmouna Gueye, et malheureusement, nous venons d'apprendre que Monsieur Edem Adjamabo, qui était connecté, a eu une urgence de dernière minute. On n'est pas maître de son temps finalement. Donc, alors, je vais peut-être demander à Madame Maïmouna Gueye de se présenter. Maïmouna? Merci Achille. Bonjour à tous. Je suis Madame Maïmouna Gueye. Je suis spécialiste du secteur financier à la Banque mondiale. Je suis basée à Washington et je couvre les pays francophones, aussi bien Afrique de l'Ouest que Comores et Madagascar, où je gère des projets d'investissement et je suis les volets de modernisation des systèmes et moyens de paiement, y compris les DFS et le financement donc, du cadre approprié pour les startups fintech. Voilà. Merci Maïmouna. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, en octobre 2019, précisément le 30 et le 31 octobre, la Banque mondiale a organisé avec la BCAO un atelier pour comprendre le secteur de la fintech, pas uniquement togolaise, mais de la sous-région. Alors, selon vous, pouvez-vous nous dire comment est-ce que la start-up fintech est perçue par votre institution? Pour tout d'abord, j'aimerais préciser que je vais donner mon point de vue personnel, bien qu'il soit très en phase avec la perception que notre institution a de la fintech.
Les fintechs sont des nouvelles entités, il faut le dire, qui sont dans une industrie naissante. Ce sont des formats d'entreprises toutes nouvelles, notamment en Afrique. Pas seulement en Afrique, mais également en Amérique latine, en Chine, en Inde. Il y a toute une tendance à la naissance et à la croissance de ces structures. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle une fintech, c'est tout simplement une entreprise, qu'elle soit une start-up ou pas, qui va utiliser la technologie pour offrir des services à une clientèle d'ordinaire exclue. Et la différence ou la spécialité des fintechs, c'est qu'elles suppriment, la majeure partie supprime l'intermédiaire. En remplaçant cet intermédiaire donc par de la technologie, que ce soit une plateforme ou tout autre moyen technologique. Donc, pour une fintech, l'objectif, c'est comme on dit, cut out the middleman. Donc, ce qu'on peut dire d'autre, c'est que les fintechs sont au cœur de l'innovation, n'est-ce pas? Il y a désormais des nouveaux services qui sont disponibles et qui ne l'étaient pas et qui sont apportés jusque chez le client par justement ces fintechs. Il y a, selon mon point de vue, beaucoup d'avenir sur le territoire. Vous l'avez mentionné au Togo, 17 fintechs en moins de quelques années. Vous avez mentionné également dans votre rapport pour la Côte d'Ivoire environ 37 fintechs. Il y a un hub au Nigeria, en Afrique du Sud. Donc, c'est dire que les fintechs aujourd'hui représentent une grosse part de l'avenir en Afrique, notamment dans le secteur financier où elles tirent, elles sont comme une locomotive, n'est-ce pas, de l'inclusion financière. La fintech est porteuse de promesses. Je pense qu'il y a à travers les fintech une opportunité de réduire les coûts à la clientèle. Il y a l'opportunité d'améliorer l'efficacité que peut-être les banques n'avaient pas. Elle peut désormais représenter beaucoup d'opportunités pour des populations exclues, mais il faut quand même garder à l'esprit le volet risque, n'est-ce pas? On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même des risques pour les consommateurs qui ne maîtrisent pas forcément la technologie et qui ne comprennent pas forcément les différentes facettes des services offerts. Il y a également des risques au niveau des investisseurs, vu qu'il y a quand même une asymétrie d'information entre ce que la fintech peut apporter comme service et sa capacité à rembourser ou à absorber des financements. Donc, ça crée quand même une asymétrie d'information qui renforce le risque pour les investisseurs. Et de manière plus générale, la stabilité et l'intégrité financière, il y a toujours des risques de blanchiment de capitaux lorsqu'il s'agit de services financiers. Donc, je voulais juste rappeler ce risque-là et pour boucler peut-être la réponse à la question d'Achille. Je vous remercie. Merci, Maïmouna. On comprend bien que, comme vous l'avez souligné, la majeure partie des fintechs suppriment les intermédiaires et améliorent l'efficacité. Et vous avez également fait ressortir l'aspect risque des investisseurs. Alors, on a pu voir justement dans le rapport que l'une des problématiques, ou alors les deux problématiques de l'essor même de la fintech au Togo seraient liées à l'accès au financement et bien sûr au manque de collaboration. Quelle analyse vous faites de ce constat et quelles pourraient être des mesures palliatives à cette situation selon bien sûr votre expérience personnelle dans les institutions internationales? Vous avez cité 4 obstacles que rencontrent les fintechs. Et moi, j'adhère à ces obstacles, mais j'en ajouterai peut-être un dernier. Mais pour récapituler, on peut parler d'abord du cadre réglementaire et politique qui n'est pas
forcément adéquats dans notre zone. Je veux parler de l'Afrique de l'Ouest. Il y a, nous le savons, aujourd'hui une absence de réglementation spécifique pour les fintechs, de catégorisation des fintechs. Les règles ne sont pas claires et il n'est pas clair quelles sont les activités qui sont possibles et celles qui ne sont pas possibles. Il y a également les conditions pour accéder, par exemple, à ceux qui s'intéressent à devenir des établissements de monnaie électronique ou qui s'intéressent à prendre le statut d'intermédiaire en opération de banque pour justement mettre en route des activités de fintech. Les conditions d'accès à ces statuts sont assez onéreuses. D'accord. Donc, je pense que côté réglementaire, il y a des efforts à faire et je félicite la BCAO pour avoir mis en route le bureau d'innovation sur lequel nous travaillons ensemble côté Banque mondiale. Donc, il y a un début d'effort à faire pour recenser les fintechs et apporter un environnement opérationnel. Mais il faut, je pense, aller beaucoup plus loin, peut-être donner des autorisations ponctuelles, spécifiques, créer un cadre de dialogue plus proche, plus direct avec les entités fintech pressenties. Deuxième problème, et c'est celui dont vous avez mentionné, l'accès au financement. Il faut dire que les business angels, même quand il y en a, sont rares. Accéder au financement, c'est difficile, même du point de vue des investisseurs, vu que l'asymétrie d'information est là. On ne sait pas quelle est la capacité de remboursement des entités, quel est leur historique de crédit. Donc, ça revient à travailler encore une fois sur le dispositif d'information sur le crédit. Aujourd'hui, les bureaux de crédit que nous avons dans la zone se basent sur les données financières des institutions financières classiques. On pourrait pousser le bouton un peu plus loin et dire qu'il faille peut-être englober les données des opérateurs mobile money, les données post-payées, voir comment chacun se comporte, les données prépayées plutôt, voir comment chacun se comporte, prendre également des données dans d'autres facturiers. Tous les pays n'ont pas mis à jour donc leur base de données du BIC. Donc, je pense qu'il y a lieu de repenser toute l'infrastructure, toute la méthodologie de scoring de crédit pour déjà donner une certaine base d'appréciation pour attirer les investisseurs. On peut également penser à créer des foires au fintech, inviter les investisseurs internationaux qui s'intéressent à ce marché en Afrique parce que justement, ce type de marché peut être un peu saturé en Europe et vous avez parfois des investisseurs internationaux qui veulent se focaliser sur de nouveaux terrains. Et donc, c'est bon d'avoir des cadres, des forums pour attirer ce type d'investisseurs. Accès au financement, pour parler un peu des travaux de IFC, qui est la branche privée de la Banque mondiale, il y a tout un groupe qui a été créé pour favoriser l'investissement dans les fintechs avec, n'est-ce pas, des résultats probants. Je dois dire qu'il y a beaucoup plus de placements, d'investissements qui ont été faits en dehors de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a quand même un dispositif qui a été mis en place par IFC pour répondre aux besoins au financement. Et il ne s'applique pas seulement aux entreprises qui ont une longue existence, mais aussi bien aux startups que à ceux qu'on appelle early growth, c'est-à-dire qui ont démarré il y a déjà un certain nombre d'années, et celles qui sont en late growth, c'est-à-dire qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc, les startups font également partie du portefeuille soutenu par la Banque mondiale.
Et il y a certaines même qu'on peut citer comme bKash au Bangladesh que tout le monde connaît de par leur succès dans l'innovation. Peut-être pour continuer sur le troisième défi que j'ai relevé, ce sont les partenariats et vous l'avez également si bien relevé. Il faudrait qu'il y ait un climat de confiance entre les acteurs et les partenaires, que les partenariats puissent être non seulement innovants, mais structurants, qu'il y ait des partenariats win-win. Nous ne pouvons pas, les acteurs ne peuvent pas tous faire la même chose. Il faudrait que les partenariats soient complémentaires. On parle beaucoup de la dominance des opérateurs télécoms et de leur tendance à absorber les idées des toutes petites fintechs qui cherchent à vendre leurs solutions. Je pense qu'il y a un problème de confiance. Ça n'amène pas les petites fintechs à s'ouvrir et à scale, n'est-ce pas, élargir leur potentialité. Quatrièmement, le renforcement des capacités. Je pense que il y a un besoin d'améliorer les connaissances. Déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de réglementation spécifique, mais il y a quand même une réglementation qui est là. Et les fintechs ont tendance parfois à entrer dans un terrain où elles ne sont pas autorisées. Et c'est par méconnaissance. Donc, il y a un besoin de faire connaître le cadre réglementaire. Il y a un besoin de renforcer l'apprentissage en termes de marketing digital, comment faire connaître sa solution, comment la faire grandir, et également de multiplier les incubateurs. Donc, je félicite vraiment le gouvernement du Togo qui fait partie, en tout cas moi, je suis une grande admiratrice des travaux entrepris par le gouvernement du Togo à travers toutes les initiatives qui ont été lancées dans ce domaine digital et qui touchent aux services financiers, le lancement d'AgriPME, EcoCCP, CISO pour l'électricité et maintenant Novici. Je veux dire, si tous les gouvernements étaient aussi novateurs, je pense que nous ferons de très très grands pas dans le secteur financier. En dehors de ça, je voudrais terminer mon propos par un cinquième point qui concerne l'accès aux infrastructures. Il y a un problème aujourd'hui qui concerne le partage des interfaces, le partage des API notamment, le partage de l'USSD, l'accès au système de paiement. Je pense que les fintechs ont beaucoup de difficultés pour avoir accès aux plateformes. C'est souvent, outre la réglementation, il y a également le problème de dominance de certains secteurs. Ce que le Mexique a fait, c'est qu'ils ont pris un texte spécifique sur la fintech. Donc, il y a une loi sur les fintech et une des exigences concerne le partage des API qui est obligatoire dans le secteur financier. Et donc, je pense que ce sont des innovations qui mériteraient d'être importées et qui pourraient favoriser, n'est-ce pas, l'essor des fintechs. Donc, je m'en arrête là. Achille, j'ai été un peu long, mais je tenais à faire ce petit tour des 5 défis et partager avec vous certains débuts de solutions. Merci. Merci Maïmouna. Je pense que c'était super intéressant. Vous avez évoqué un nombre de points concernant la réglementation, les conditions d'accès, repenser toute la méthodologie et bien évidemment l'accompagnement du groupe de la Banque mondiale et aussi des actions qui sont menées par le gouvernement togolais. D'ailleurs, certaines personnes disent souvent que le marché du Togo est le petit pousset qui essaie de se créer un chemin à côté des grands que sont la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Mais quand j'entends tout ça, j'ai envie de vous demander quel est le type d'accompagnement ou bien quel type d'accompagnement pensez-vous qui serait nécessaire, voire indispensable même, d'apporter à l'ensemble des acteurs de cet écosystème-là
ou alors à la FinTech elle-même? Ou bien quel serait selon vous le cadre idéal pour cette industrie? Vous savez, selon l'identification des défis que l'on vient de faire, pour moi, il faut un package. Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Fondamentalement, le cadre réglementaire et politique doit y être. Vous l'avez dit tantôt, toutes les stratégies d'inclusion financière n'ont pas forcément un volet spécifique sur les fintechs. Donc, je pense que c'est un ensemble de solutions qu'il faut mettre en place. Peut-être même un programme par pays qui va s'attaquer à toutes les problématiques ensemble pour que les fintechs puissent trouver des solutions. Maintenant, ce programme pourrait être axé par acteur pour que chacun sache quelle est sa partition à jouer ou que chacun s'engage. Quand vous regardez un peu l'approche du BTCA sur les paiements gouvernementaux, ils ont demandé à chaque gouvernement de s'engager à modifier tel ou tel point pour renforcer la digitalisation des paiements gouvernementaux. Et je pense que c'est une approche qui est louable, qui peut être appliquée dans le cadre des fintechs et demander à chaque gouvernement de s'engager sur 4 ou 5 points pour favoriser l'essor des fintechs. Voilà. OK. Merci une fois de plus, Maïmouna. Alors, dans votre propos, vous avez évoqué le fait que vous travaillez justement avec la BCAO sur un ensemble de points concernant les fintechs. Et nous savons que justement la BCAO a lancé cette initiative de recensement des fintechs en annonçant bien évidemment la mise sur pied d'un bureau d'innovation et d'un laboratoire réglementaire. Alors, quelles recommandations pourriez-vous avoir justement en qualité d'expert dans le domaine pour la Banque centrale et pour le gouvernement togolais pour une meilleure, disons, implication des fintechs dans la mission d'inclusion financière? Je pense que les recommandations que je pourrais faire s'appliquent non seulement à la BCAO, mais à tout régulateur et également à tout gouvernement. Donc, pas spécifiquement à l'endroit d'une entité précise, mais de manière générale, les régulateurs et les décideurs de politique. Aujourd'hui, la FinTech, c'est une révolution. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une question transversale. Donc, il convient de mettre en place un dispositif, pas seulement sur les entités FinTech, mais également sur les nouvelles technologies financières, de manière générale. Il faudra donc qu'on puisse réfléchir à prendre en compte toutes ces innovations telles que les API, cloud computing, dans le dispositif politique et réglementaire. Et pas seulement isoler l'activité de FinTech, parce que ces activités, ces entités FinTech auront des activités qui vont toucher aux nouvelles technologies. Donc, ces nouvelles technologies elles-mêmes doivent être encadrées, acceptées, favorisées et promues dans notre contexte. Donc, c'était ma première remarque. Je pense qu'il faudra également avoir une approche inter-organisation. Et ne pas laisser la seule responsabilité aux banques centrales. Tout le monde se tourne vers la BCAO, mais il n'y a pas seulement la BCAO qui est impliquée. Comme vous savez, la FinTech est à la lisière de la finance et de la technologie. Donc, les autorités de télécommunications doivent être interpellées, celles qui réglementent la concurrence également, les organismes de protection de consommateurs, les cellules de renseignement financier, et même les administrations fiscales. Donc, vous voyez que c'est vraiment une question transverse. C'est une révolution, à mon avis, parce qu'elle vient demander à ce que
toutes ces entités apportent leur pierre à l'édifice pour construire ce programme dont je parlais tantôt. Il faudrait également renforcer et mettre en place peut-être un climat de concurrence saine. D'accord? J'ai parlé tantôt des opérateurs qui ne sont pas toujours des accompagnateurs ou qui prétendent être des accompagnateurs, mais qui en fait finissent par absorber donc les innovations. Là, il faudrait qu'il y ait un climat de confiance pour que les fintechs puissent être à l'aise et pour qu'elles puissent avoir accès aux données, accès aux infrastructures. Je suis sûre que dans vos entretiens, vous avez dû échanger avec des fintechs qui vous ont dit qu'elles ont essayé d'obtenir des codes USSD, mais qu'elles n'ont pas pu. Si ce n'est au Togo, c'est peut-être sur d'autres marchés en Afrique de l'Ouest. Je sais que le Togo a pris un texte récemment, en 2019, pour libéraliser l'accès à l'USSD. Mais l'effectivité sur le marché, parfois, n'est pas évidente. Donc, mon dernier point concernait vraiment l'intégration des fintechs dans les stratégies régionales, les stratégies nationales plutôt d'inclusion financière. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir, peut-être même aller plus loin, avoir des organismes dédiés pour suivre l'évolution des fintechs et ne pas toujours se reposer sur la Banque centrale pour mettre en place tout ce dispositif. Donc, c'est un effort de collaboration. Il faut avoir l'esprit de participation pour apporter des solutions aux fintechs. Maintenant, il y a un pan à votre question qui concerne le rôle des fintechs pour favoriser l'inclusion financière. Je pense que c'est un rôle tout naturel quand ce cadre approprié sera mis en place. Nous verrons tout de suite de grandes avancées dans le domaine de l'inclusion financière et je pense que c'est déjà le cas au Togo avec ces 17 nouvelles fintechs récemment. On a déjà un grand bond dans le nombre d'accès, le nombre de comptes ouverts en termes de mobile money. Le Togo est, je pense, selon les dernières statistiques de la BCAO, à 4,7 millions d'utilisateurs. Donc, c'est plus de la moitié de la population déjà qui a un compte de mobile money. Et je pense que c'est déjà un signe positif. Je vous remercie. OK, merci Madame Maïmouna Gueye d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je pense que la parole sera retournée à Rebecca pour répondre aux questions de nos participants. Merci beaucoup Achille, merci Elisabeth, merci Maïmouna pour tous ces échanges riches en enseignements. Donc en effet, je vous invite à passer à la session de questions-réponses. Alors, étant donné le temps restant, on ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions, mais nous prendrons le soin d'y répondre par mail à la fin de ce webinaire. Alors, pour ouvrir cette session de questions-réponses, la première question que nous avons reçue est la suivante. Pouvons-nous considérer qu'il y a un recoupement ou regroupement de services aux femmes sous les catégories agriculteurs, MPME ou jeunes? Est-ce qu'Elisabeth, vous voulez répondre à cette première question? D'accord, merci Rebecca. Ok, merci pour cette question. Donc, une chose qu'on voit surtout pour les femmes, on a noté que la plupart des fintechs sont dirigés par les hommes. Donc, il faut toujours mettre un effort en plus de penser à ce secteur féminin. La raison qu'on a spécifié spécifiquement ce secteur, c'est que pour les femmes, il faut penser différemment pour servir ce marché. Donc, les femmes ont moins d'accès aux technologies.
souvent moins d'accès à une pièce d'identité, moins de confiance dans leur capacité en services financiers. Et il y a des normes sociales qui limitent les demandes aussi. Donc, l'approche doit être différente. En plus, ils ont une préférence pour les produits informels. Donc, quand on développe les services, il faut penser à les canaux de communication, la façon d'utiliser ces outils. Donc, il faut regarder chaque rubrique différemment parce que les besoins pour une productrice dans le secteur agricole est différent pour quelqu'un qui est dans une micro-entreprise. Mais prendre en compte leurs besoins et leur façon d'utiliser les services. Donc, on peut, par exemple, ils ont une forte préférence pour les services informels, pour l'épargne, par exemple. Donc, là, c'est une opportunité, par exemple, de travailler avec les tontines pour les numériser. Donc, ça a plusieurs bénéfices, ça l'aide à s'adapter aux technologies et d'être plus à l'aise dans ce système et après on peut les connecter avec d'autres services. Pour les jeunes au Togo, on a vu qu'il y a un grand intérêt dans les services financiers, mais ils ne savent pas où débuter. Donc, ils ont l'argent de poche, ils peuvent épargner, ils peuvent faire d'autres choses, mais pour eux, il y a un besoin d'abord de développer des systèmes dans l'éducation financière. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on voit qui marche ailleurs? C'est des plateformes qui expliquent pour comparer les offres des institutions financières séparément. Pour savoir qu'est-ce qu'ils offrent, quels sont les bénéfices, d'utiliser, par exemple, via WhatsApp, des petites vidéos pour comprendre. Et c'est pour ça qu'on a mentionné la nécessité, par exemple, de travailler avec les fintechs vers les stratégies d'inclusion financière. Maïma, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que vous avez bien. OK. Rebecca? Pardon, excusez-moi, j'arrivais pas à me connecter. Merci beaucoup, Elisabeth. Je pense que vous pouvez garder votre micro ouvert et c'est une question, je pense, qui s'adresse à vous trois. Comment faciliter la montée en compétences aussi bien des métiers, que managériales des fondateurs et entrepreneurs de FinTech au Togo? OK. C'est pas unique au Togo parce qu'on voit c'est un peu partout. Il faut penser que les incubateurs sont des entreprises aussi. Donc, leur façon de rester en vie, ça dépend sur leur capacité d'avoir de l'argent. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit, et on a eu des remarques au Togo qu'ils n'ajoutent pas la valeur. Et c'est pas, on voit les progressions, donc c'est pas le cas pour tous les incubateurs, mais quand un incubateur se lance, il doit penser à comment il va soutenir et être durable dans l'avenir si on compte d'abord sur les financements des bailleurs. Donc, dans nos recommandations, on a mentionné qu'il faut beaucoup plus de support par le secteur privé pour les gens qui sont déjà qui ont déjà eu des expériences, qui peuvent partager soit dans une façon de mentorat ou de co-création. Les structures d'accompagnement sont limitées aujourd'hui et ne sont pas nécessairement abordables pour les fintechs. Donc, le développement des marchés des services d'accompagnement, donc ça, c'est pas au premier rang des priorités du gouvernement. Donc, je vais, comme Maïma a mentionné, comme on ne peut pas compter juste sur la Banque centrale de faire des choses, c'est aussi le point ici. On ne peut pas attendre le gouvernement. Donc, les incubateurs doivent aussi chercher comment ils peuvent offrir des services abordables et bien taillés au marché. Parce que souvent, les services d'accompagnement ne sont pas adaptés au secteur fintech.
C'est les outils qui sont généralisés et on est en train d'essayer de juste utiliser pour les startups et les fintechs. Et comme ils ne sont pas adaptés, on a besoin de modifier. Donc, c'est un nouveau secteur, mais je pense avec la co-création, ça peut changer. Mais il faut que les startups aussi reconnaissent qu'il faut monter leurs compétences. Le marché de Togo est petit, donc pour attirer les investisseurs, il faut avoir une vision plus large. Et pour aller plus large, il faut des partenariats. Donc, si on voit plus d'incubateurs ou de support par le secteur privé, ça peut augmenter les compétences de tout le monde et aussi l'économie au Togo. Maïma? Oui, de notre point de vue, c'est important de rénover les programmes d'éducation nationale. Simplement parce que aujourd'hui, avec la digitalisation, l'augmentation de la fracture numérique et le besoin d'inclusion financière, les jeunes personnes, dès le jeune âge, ont besoin d'acquérir des compétences numériques. Et dans ce contexte, les compétences en matière d'entrepreneuriat peuvent être inculquées très tôt. Et de manière informelle, ça l'est déjà. Dans nos pays en Afrique, vous avez beaucoup d'enfants qui travaillent déjà, qui savent acheter, vendre avec leurs parents de manière informelle sur le marché et qui débutent leurs premières expériences de commerce très, très tôt. Avec la digitalisation, les choses changent et il y a un certain nombre de compétences complémentaires à acquérir. Et je pense qu'il faudra donc insérer dans les programmes d'éducation nationale ces compétences numériques en matière d'entrepreneuriat pour préparer les générations futures. Donc, pour moi, c'est un long processus et non pas un problème ponctuel auquel il faut apporter une réponse. Très bon. Achille, Achille, tu voulais je voulais juste rajouter un petit point par rapport aux deux avis reçus d'Elisabeth et de Maïmouna. C'est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est des aspects sur lesquels Microsave également travaille à la création justement du hub de la finance digitale pour accompagner ces entrepreneurs-là et fédérer justement l'ensemble des acteurs de l'écosystème sur cette plateforme pour qu'ils puissent justement monter en compétences, parce que sur cette plateforme-là, on va pouvoir y mettre un ensemble de contenus ludiques qui permettront justement à ces derniers d'apprendre d'eux-mêmes, de monter à la fois en compétences sur l'aspect métier, mais un point qui est vraiment important et qui a été martelé par beaucoup de propriétaires ou alors de fondateurs de FinTech qui sont généralement des informaticiens, c'est l'aspect managérial. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en début de cette séance, Rebecca a parlé de cette plateforme-là. Donc, voilà. Merci Achille. Oui, en effet, on invite tout le monde à aller sur le site de lafinancedigitale.com et à s'y inscrire pour rejoindre le réseau. Alors, prochaine question. Prochaine question, que je la retrouve. Achille, je pense que tu peux garder la main. Au niveau des obstacles perçus par les fintechs, il est mentionné concurrence par le gouvernement. Pouvons-nous avoir plus de détails, s'il vous plaît? OK. Alors, très rapidement, lorsqu'on s'est entretenu avec quelques fintechs au Togo, ils nous ont fait savoir que quand le gouvernement togolais a annoncé, je pense bien en janvier 2018, le développement de la plateforme d'interopérabilité TogoPay, certains fintechs ont dit, mais le gouvernement vient avec cette plateforme et pourtant c'est un champ sur lequel nous, on peut nous exprimer. Et le même ressenti
est encore apparu lorsque le gouvernement a lancé le programme Novici, sur lequel des personnes se sont posées les questions à savoir, mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne cherche pas peut-être à travailler avec 2, 3 acteurs de l'écosystème déjà présents au Togo pour pouvoir distribuer justement ces prestations sociales-là. Donc, c'est la raison pour laquelle quand les acteurs ou alors les propriétaires et fondateurs de FinTech voient ces initiatives du gouvernement qui sont quelque part loi, mais elles se demandent pourquoi est-ce que nous, on n'est pas pris pour travailler sur ces aspects-là. Pourquoi est-ce que le gouvernement travaille sur ces aspects personnellement, je vais dire. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette perception de concurrence de la part du gouvernement, pour faire très court. Merci, Achille. Maïmouna, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je pense que les fintechs ont peut-être la mauvaise perception parce qu'elles devraient plutôt chercher à se greffer à Novici et voir comment elles peuvent apporter des services complémentaires parce que Novici peut grandir et devenir une plateforme centrale. Et donc, quels sont les services complémentaires, n'est-ce pas, que ces fintechs peuvent apporter? Il faut qu'on essaie de s'éloigner un peu du transfert d'argent et apporter des services plus innovants, plus structurants, plus divers, qui adhèrent aux besoins des populations. Donc, moi, j'inviterais plutôt les fintechs togolaises à se rapprocher de Novici pour voir comment la développer, comment la diversifier, comment la faire grandir, comment toucher plus de populations dans les zones rurales qui sont peut-être loin, comment faire le lien avec EcoCCP. Voilà, il y a beaucoup d'opportunités et je pense que le gouvernement a donné un début de réponse, a ouvert donc cette porte-là pour que les fintechs puissent offrir d'autres services, mais pas pour les exclure. Merci, Maïma, parce que ça, c'est un point de vue très important. Qu'est-ce qu'on voit une grande différence dans les pays francophones qu'on attend. Donc, il faut abondir, sortir sur des opportunités comme ça pour voir, OK, qu'est-ce qu'on peut offrir. Et les fintechs sont le mieux placés de mieux comprendre quels sont les besoins locaux. On a toujours cette problématique dans nos pays, dans la sous-région qu'on reste toujours juste dans les paiements. Il y a beaucoup plus d'opportunités de toucher d'autres éléments, surtout dans l'inclusion financière. Et essayer de faire quelque chose d'autre. Les investisseurs cherchent d'autres services et si c'est toujours la même chose, on réduit les chances de voir les investisseurs aussi. Rebecca? Merci, Elisabeth. OK. Peut-être une dernière question. Alors, une dernière question, mais alors il va falloir être concis tous les trois, mais ce sera peut-être votre mot de la fin. Quelles sont les idées des panélistes sur les voies et les moyens d'accélérer l'inclusion des agriculteurs ou autres cibles non servies spécialement par l'utilisation de services vocaux et des langues locales? Donc, c'est un challenge. Qui se lance? Maïmouna, vous êtes là pour... Est-ce que tu peux revenir sur la question, s'il te plaît? C'était pas très clair. Oui, tout à fait. Quelles sont les idées des panélistes sur les voies et les moyens pour accélérer l'inclusion des agriculteurs et autres cibles qui ne sont pas spécialement servies par l'utilisation de services vocaux et des langues locales? Alors, peut-être que, avant que Maïmouna intervienne, je vais juste dire Allô, Achille, on il faut revenir sur cet aspect de partenariat. Allô, vous m'entendez là? Oui, tu es revenu parmi nous. Oui, c'est bon. Allô?
Oui, oui, tu es revenu parmi nous. Allô? Ouais. D'accord. Donc, j'étais en train de souligner cet aspect de partenariat que nous avons justement évoqué, parce que s'il faille servir les petits agriculteurs qui justement ne sont pas scolarisés, dans un premier temps, il faut d'abord comprendre quel est le besoin réel, le besoin spécifique justement de ces agriculteurs-là. Et dans un second temps, il faut développer cette approche partenariale, c'est-à-dire une fintech pourrait effectivement travailler avec des telcos ou d'autres partenaires pour pouvoir proposer ce type de solutions-là. Donc ça, c'est peut-être deux aspects qui permettent justement de tailler un produit sur mesure, centré vraiment sur l'utilisateur final et développer l'aspect justement partenariat. Moi, je pourrais juste rajouter, je suis d'accord avec Achille, juste pour renforcer la pertinence de la question et dire que dans nos pays, et particulièrement le Togo, l'économie repose énormément sur l'agriculture. Donc, plus de la moitié de la population est active dans le secteur agricole. Et il y a un fort besoin de non seulement digitalisation des chaînes de valeur, donc amener les services vers les petits producteurs, mais amener même les petits producteurs à utiliser les outils digitaux pour s'imprégner des changements climatiques, acquérir des solutions pour l'assurance agricole. Donc, il y a toute une manne d'opportunités et d'où la pertinence de cette question. Je suis d'accord avec l'intervenant. Il y a lieu de réfléchir à des solutions ciblées pour les agriculteurs et même développer des solutions en langue locale s'il le faut pour offrir des services. Ok, je crois que je suis la dernière. Juste vite fait, c'est une combinaison des deux choses qu'on vient de dire. Il y a des opportunités complémentaires qu'on peut offrir. Par exemple, d'ajouter la valeur sur les services existants en utilisant les services vocaux, en utilisant d'autres moyens pour apporter les conseils aux agriculteurs, etc. Donc, chercher ces opportunités. Et dans les négociations avec le secteur privé, faut bien expliquer l'importance d'offrir ça, comment ça peut augmenter l'utilisation de leurs services. Comme ça a un double bénéfice pour tous. Donc, comme on est à la fin, je vous invite, surtout sur cette question sur le secteur agricole, nous avons le Hub de la finance digitale qui a plus d'informations sur les besoins du secteur agricole et d'autres. Et vous pouvez voir les autres rapports. Merci Elisabeth. Merci à tous les trois pour votre regard. C'était très intéressant. On est en effet malheureusement à la fin de cette session, mais comme promis, nous répondrons aux questions restées en suspens par mail. Deux informations que je voulais vous transmettre. Donc, cette session de webinaire pays, c'est la 3e et nous ferons un webinaire sur le Bénin le 29 juillet prochain. Celle sur la RDC aura lieu le 4 août prochain et le Mali le 6 août prochain. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux pour suivre ces prochains webinaires sur l'écosystème des fintech et de manière générale sur l'ensemble des webinaires que nous proposons. Et comme Elisabeth l'a dit, le hub de la finance digitale, je le répète, c'est important qu'on puisse créer ensemble ce réseau. C'est une plateforme qui est faite pour vous tous, acteurs de l'écosystème, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Le site, c'est www.lafinancedigital.com. Merci infiniment pour votre temps et prenez soin de vous. Merci Maïmouna, merci Achille, merci Elisabeth. Très belle soirée. Merci à toutes les filles et bravo pour le rapport. Merci. Bon week-end à tous.